Bonsoir les amis, merci d'être encore avec nous ce soir pour cette communication que nous allons commencer depuis plusieurs semaines bientôt. L'idée étant que la communication d'aujourd'hui servira à tordre le cou à plusieurs idées reçues, notamment celle qui consiste à dire que Monsieur Sim Émile Parfait serait victime de lobby, il voulait rembourser les gens mais il n'a pas pu parce que les comptes ont été fermés en banque. Eh bien, il n'en est rien. C'est quelqu'un qui a prémédité son arnaque depuis au moins décembre 2020, comme le prouvera l'audio que nous allons écouter dans cette émission. Il y aura beaucoup d'audio. Et la finalité, en fait, aussi de la communication d'aujourd'hui sera de montrer que c'est en réalité un malhonnête, un criminel qui est habitué, qui a plusieurs faits d'armes dans sa vie baissière, qui est habitué aux arnaques. D'ailleurs, je propose que nous commencions par écouter une dame. Et je suis tombé sur son témoignage qui m'a fait froid au dos parce que j'ai eu l'impression d'entendre mon histoire racontée, mais par quelqu'un d'autre et dans un autre pays, dans une autre contrée. Donc cette dame s'appelle Lady Alice. Elle est une Ivoirienne installée au Ghana et c'est elle qui a introduit Émile Parfait Sim au Ghana dans le cadre de son projet immobilier. Voilà, donc les 114 villas dont on vous parle souvent, entre autres, construites au Ghana, c'était elle le chef de projet. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait ce qu'il a fait avec moi et avec d'autres. À peine elle l'a introduit, lui a présenté toutes ses relations, les personnalités du pays. Eh bien, il s'est empressé d'aller intriguer et la salir auprès de ces personnalités en leur faisant croire, en leur racontant notamment que oui, cette dame n'était pas recommandable du fait qu'elle avait dit des choses sur ces personnalités-là. Donc, il a réussi à brouiller ces personnalités, à les retourner contre elle. Et cette dame, la pauvre, elle a perdu un bébé. Je préfère qu'on l'écoute et puis on revient se reparler. Dans cette histoire de Lié plus mal, il y a beaucoup de choses à dire et je vais me contenter de parler de ce qui me concerne. Je fais la promotion de SimCity. Je dis comme ça sur ma page que je suis CEO de SimCity parce que c'est ce qu'il m'a proposé de faire la gestion de son immobilier ici au Ghana. Je fais la gestion, je suis toutes les constructions et tous les trucs. Voilà, je suis à fond. J'abandonne presque mes propres business. Je suis à fond dans le truc du monsieur. Les villas sont prêtes. On passe à la déco. Je suis à fond. Mais vous savez, il arrive un moment où notre collaboration a commencé à se dégringoler. Pourquoi? Parce que le monsieur a commencé à être très arrogant. Je me suis dévouée à 100% à son travail, à 100% au développement de ses business ici. Bien sûr, ça a grandi mon CV parce que c'est la gestion de plusieurs millions de dollars. Donc ça a grandi mon CV. Yeah! Et j'ai aimé faire cela. J'ai aimé faire cela. Je dis au monsieur, le monsieur a commencé à être arrogant. Il a commencé à parler mal. C'était vraiment trop. Je dis, moi j'ai l'habitude de travailler avec des gens. Je travaille avec des ministres. Je travaille avec des gens et trucs. J'ai jamais eu de problème. Mais cette façon de me parler, ça ne me plaît pas. D'abord parce que je suis une femme mariée. Et je suis une femme respectable. J'insiste là-dessus parce que j'ai étudié et j'ai travaillé sur ma personne et je ne peux pas permettre que même si je ne suis pas riche comme vous, à des millions de dollars, de me manquer de respect. Et là, j'ai tapé sur la table parce que non, je n'ai pas voulu que ce soit ainsi. Le monsieur, c'est un grand alpha qui n'aime pas du tout que des gens se dressent devant lui. Ni lui disent ce qu'il faut faire, ni lui disent ce qu'il ne doit pas faire. Monsieur se gonfle et me dit carrément comme ça qu'il ne peut pas travailler avec quelqu'un qui ne se soumet pas à lui. J'ai dit, monsieur, je suis obéissante, comme je vous respecte, mais le manque de respect, ça ne marche pas avec moi parce que je ne permets à aucune créature sur la terre de me manquer de respect. Je suis très respectable.
jusqu'à respecter mon chauffeur, jusqu'à respecter la piètre personne qui travaille avec moi, monsieur. Je ne suis pas millionnaire comme vous, mais ne me manquez pas de respect. Et c'est sur ça que en juillet 2021, nos relations se dégringolent. Voilà. Et je lui dis, je ne suis pas millionnaire, hein, mais je ne peux jamais permettre que vous me manquiez de respect. Il a dit, voilà ces mots, Alice, si tu ne te soumets pas à moi, tu ne seras jamais riche. Je pense que tous les jeunes ont pour moi comme moi comme modèle, ils veulent atteindre mon niveau. Je lui ai dit clairement que votre niveau, vous l'avez atteint parce qu'il y a eu des gens qui ont souscrit à votre programme. Sinon, je ne sais pas, il n'y a que 3 ou 4 ans entre nous. Mes grands frères sont plus âgés que vous. Mais les personnes avec qui je travaille, plein sont âgés que vous. Les personnes que je rencontre, vous n'avez même pas la moitié de leur fortune. Donc, j'accepte pas. Je suis pas hautaine, mais je supporte pas le manque de respect. Et je ne manque de respect à personne. Donc, on ne me doit pas cela en retour. Il a trouvé que j'étais hautaine et il y avait plusieurs personnes qui tournaient autour de ce travail-là et qui voulaient. Je leur ai dit, donne-leur le travail. Moi, je me retire. Juillet, août, je me retire de Simb et toutes ces choses. Je lui remets tous ces documents, tout ce qui est attrait. J'arrête tous les travaux et je lui remets tout. J'arrête les travaux et je réclame ma part de paiement. C'est là que nos problèmes vont commencer. Je suis là, quelque temps après, je reçois une lettre de service de renseignement ici au Ghana qui dit que voilà, Alice a fait du blanchiment d'argent. Je cherchais la source, mes amis. J'ai cherché la source, mes amis. J'ai cherché la source jusqu'à... Je ne l'ai pas trouvée. Ils ont commencé, après le service d'immigration est arrivé chez moi au quartier, et me traitaient comme une criminelle. Ils ont garé de grands véhicules ici, fait du bruit au quartier, bloqué mon passeport, mon mari et moi, pendant 3 semaines. J'étais obligée d'appeler quelqu'un en Côte d'Ivoire, qui a appelé le ministre de la Sécurité dans ce pays, pour qu'on puisse remettre nos passeports. On rentre en septembre 2021. J'en parle, ma voix tremble parce que j'ai énormément souffert. J'ai énormément souffert. C'était comme s'il y avait quelqu'un derrière qui manipulait les autorités. Mais je tenais. J'étais toujours forte devant les écrans, en train de donner les cours comme il fallait. Mes entreprises ont commencé à prendre un coup. J'ai commencé à perdre certains contrats. Je tiens toujours. J'avance un peu, arrivé devant, on me jette les impôts. Les impôts m'envoient une facture en millions que même si je travaillais des années, je ne pouvais pas payer. Et je n'avais pas cet argent sur mon compte. Je suis allée plaider plusieurs mois, jusqu'en décembre, avant African Financial Traders Awards. Non, je vais parler de tout ça en direct, pour que les gens comprennent. Je suis avant African Financial Traders Awards, j'ai commencé à souffrir, demander pardon par-ci, lutter par-là. Et jusqu'à finalement, on me gèle tous mes avoirs. On me gèle mes avoirs, ça c'est un. En deuxième lieu, on ferme mes boutiques. C'est ma première fois de voir des barreaux en justice. Je lutte en justice pour qu'on me restitue mon argent. Je lutte en justice pour qu'on me redonne mon intégrité parce que je ne sais pas à quel moment j'ai blanchi de l'argent. J'écris à ce monsieur pour dire voilà ce que je suis en train de subir en Côte d'Ivoire, au Ghana, et je ne sais pas qui en fait est derrière tout ça, mais c'est chaud sur moi. Est-ce que tu peux quand même m'aider? Il m'a ignoré royalement. J'ai laissé comme ça, mais après j'ai dit mais il me doit de l'argent. Tout le travail que j'ai fait, mes factures, je les ai déposées. Il ne m'a pas payé. Je lui réclame mon argent. Il raconte des énormités selon lesquelles tu n'as pas bien fait ci, tu n'as pas bien fait cela. Mon mari a eu même à faire un site web pour lui, des applications. Il a refusé de payer mon mari. Vous savez, mon mari vient d'arriver au Ghana et on a un compte commun. Il travaille avec mon compte. Donc,
Quand mon compte est gelé, mon mari aussi, il est pénalisé et voilà. J'ai résisté à la pression énormément jusqu'à ce que j'étais enceinte et en février, je perds mon enfant. Ça, c'était l'épreuve la plus grande. J'ai même voulu entamer une procédure judiciaire contre Sim pour récupérer mon argent. Au moins ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours l'arrogance que je reçois, les injures et autres. Je vous dis aussi que moi aussi, je suis victime de ce monsieur Sim là. Et s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, je vous en prie. Vous voyez des similitudes avec ce qui m'est arrivé. Hein. Donc on est toujours dans l'instrumentalisation des forces de l'ordre. Dans mon cas, c'était complot contre la sûreté de l'État. Pour la dame, c'est blanchiment d'argent. Donc c'est toujours le même scénario, le même mode opératoire pour pousser la personne à la démission, à la défaite, et puis intégrer que la personne accepte le fait qu'elle ne va pas être payée, malgré tout le travail, les services rendus et puis son argent qu'elle a pu mettre à contribution. Voilà, donc c'est exactement le même mode opératoire qu'avec moi et d'autres personnes, hein, parce que le même Simb a fait travailler un architecte d'intérieur à Douala, et qui lui a fait pour près de 100 millions de travaux. Et dès que les travaux sont finis et que le monsieur a voulu être payé, et ben Simb a utilisé ses relations pour enfermer le type à la prison centrale de Douala, à Newbel. Et ce type y est resté pendant 6 mois. Alors que c'est à lui que Simb devait l'argent. Et il a utilisé ses relations juste pour ne pas payer le monsieur. Il n'a jamais payé le monsieur jusqu'aujourd'hui. Autre chose, je trouve ça fort. Elle va utiliser une expression. J'ai rencontré le diable. J'ai rencontré le diable. Elle insiste, cette dame-là, cette femme qui a perdu un bébé hein, à cause des 1000 parfaits Simb. Vous êtes entrepreneur, ça arrive des moments comme ça de s'être trompé, d'avoir rencontré le diable, parce que j'ai rencontré le diable et je l'ai vu de mes yeux, franchement. Alors, en parlant de rêves brisés, de carrière brisée, d'espoir détruit, ben c'est pas la seule. Il y a beaucoup d'autres gens. Il y a Jean-Pierre Ngangué qui m'a contacté des États-Unis d'Amérique, souscripteur de IE Plus Mal. Il a dû emprunter plus de 80 000 euros. Avec sa femme et ses enfants, en tout, ils ont mis 150 000 euros, dollars plutôt, dans l'histoire, l'affaire IE Plus Mal. Et qu'est-ce qu'il a gagné à la fin? Bon, il est handicapé à vie, il a fait un AVC en apprenant que l'affaire avait foiré. Et jusqu'à aujourd'hui, eh ben, il a perdu l'usage de ses membres. Bref, il est devenu personnage à mobilité réduite. On va écouter aussi son témoignage là, celui de Jean-Pierre Ngangué, depuis les États-Unis. Allô frère, je n'ai pas de main pour écrire s'il te plaît parce que le stroke là m'a touché les mains quoi. Je n'ai pas les mains pour pouvoir écrire, taper. Alors, pour la petite histoire, Aimé Parfait Sim avait des représentants partout. J'avais son représentant qui est ici, était une proche de moi, hein, qui a pu convaincre mon épouse d'entrer dans cette histoire-là. Et après, mon épouse aussi m'a convaincu. Je suis entré. Pour entrer, je ne peux pas te dire une vérité, j'ai pris un petit crédit. J'ai pris un petit crédit pour pouvoir mettre là-dedans. Au total, j'ai mis près de 80 000 dollars. Entre-temps, je suis tombé malade, j'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on vient m'annoncer que l'IEL m'a gâté. Dès que j'ai appris ça, directement j'ai eu le stroke. Ma maladie s'est aggravée, c'est le lendemain matin, après les examens que les médecins m'ont fait savoir que c'est le stroke que j'ai eu. Tout en me demandant ce qui n'allait pas, je leur ai expliqué que je viens d'être frappé par un monsieur de chez moi. Quand je leur ai parlé de la somme, tout le monde s'est mis à crier. C'est la suite.
Mon épouse, ma fille et moi, nous avons perdu pas moins de 150 000 dollars cash dans cette histoire. Yeah. Voilà le problème, mon frère. Jusqu'aujourd'hui, là, je suis dans le stroke. Si tu es dans le traitement du stroke, je ne suis pas guéri. Je ne marche pas bien, mes mains ne sont pas bien. Je ne parle pas bien. Je suis devenu un handicapé à cause de Émile Parfait Sim. J'ai appris récemment que Émile Parfait Sim, il est en ce moment en panique, pleine panique, en train de vouloir vendre à tout prix ses biens mobiliers. Et il m'a été rapporté, c'est des informations de sources sûres, que Jean-Yves Yodoc, fils de Perial Yodoc, l'ancien patron de Tralex, serait la personne sur qui Sim se reposerait aujourd'hui, serait la personne en train de vendre ses biens, notamment l'immeuble KDD à Newbell appartenant à Sim et quelques voitures. Alors, j'ai un message pour Jean-Yves Yodoc. Allez, ton père a eu assez de problèmes comme ça dans notre pays. Pour moi, c'est le meilleur manager, en tout cas dans les sociétés pétrolières, les énergéticiens que nous avons au Cameroun. C'est le meilleur top manager qui puisse exister. Je pense qu'il aurait mérité notre fin. Mais justement, c'est ses proximités avec Ferdinand Ngongo. On a Simb, Ferdinand Ngongo, votre papa et lui, on a vu ce que ça donnait. Il a suffi d'une petite photo. Une petite photo de Ngongo, Yodoc, assis dans le jardin de ce dernier en train de petit déjeuner, pour que la carrière de votre paternel vole en éclats, parce que aussitôt, le vieux qui est quelqu'un de plutôt loyal en amitié, en a informé Adolphe Moudiki, il est l'administrateur, directeur général de la SNH, mais Adolphe, tu m'as dit que c'était ton petit. Tu m'as dit que c'était ton petit, Adolphe. Adolphe, je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Eh ben, ton petit complote avec Ferdinand Ngongo pour prendre la boîte. Chose dont il n'avait pas besoin. Il a payé à cause de l'empressement et puis quelque part de manque de loyauté. Comme quoi, tout ce qui se frotte à ces satanistes-là, la bande à Ferdinand, eh ben, ça peut être détruit, ça peut passer à côté des carrières. Donc, vraiment, laisse tomber Simb. Simb a des amis avec Ferdinand. S'il veut vendre, Ferdinand a assez d'argent, il peut acheter pour lui ou lui trouver d'autres réseaux pour vendre. Mais toi, t'as pas à rentrer dedans. D'accord? T'as pas à rentrer dedans. T'es un jeune, il y a d'autres choses à faire dans le Cameroun de demain. Et d'ailleurs, parlant de la vente de ces biens, ben, c'est une galère aujourd'hui pour Émile Parfait Sim de vendre. C'est une vraie galère. Il n'arrive à rien vendre, et ça depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que les biens qu'il possède, qui appartiennent à son patrimoine, c'est des biens qui ont une certaine valeur. Et aucun gros acheteur n'achète sans faire de due diligence, s'il a un minimum sérieux. Et toutes les fois qu'il y a cette enquête qui est lancée pour savoir l'historique du bien, et que le nom SIMA arrive, et bien fin de non recevoir. Les négociations s'arrêtent là. Donc, s'il n'a pas pu vendre au Ghana et ailleurs, eh ben, c'est pas par vous qu'il doit passer. Vous allez vous cramer pour rien. J'ai vu votre nom apparaître dans cette histoire, j'ai sursauté, je me suis dit, voilà un autre qui va se salir inutilement. Bon, donc, Jean-Yves Yodoc, t'as pas besoin de ça, petit. Laisse tomber cette histoire de Simb. Et tout qui se démerde à vendre des biens que, de toutes les façons, toute personne qui va faire l'erreur d'acheter un bien de Simb aujourd'hui, qui sache qu'il n'a rien acheté, parce que tout ça sera récupéré. Oui, tout ça sera récupéré. Et tous les gens qui essaient de le protéger là, procureurs et machin, ils iront en prison. Dans pas très longtemps, parce qu'il fera beau au Cameroun. Je vous le dis. Donc, laisse tomber ce truc-là. Fais autre chose, t'as fait des études, voilà, fais autre chose. T'as pas besoin d'associer ton image à celle d'Émile Parfait Sim. Maintenant que nous savons tous que c'est un criminel, c'est un malhonnête, parce qu'avant, on avait des doutes qui planaient sur le fait qu'on avait des versions, et pas aujourd'hui, on a quand même une dame au Ghana. On a des gens de Global Télévision, on a des gens de l'IA Plus Mal, on a d'autres personnes. Aujourd'hui, tous ces gens-là ne peuvent pas être fautifs, et c'est Émile Parfait qui a raison.
Donc, soyons sérieux. Et je vous dis bien qu'ils galèrent. D'ailleurs, quand je vous parle de galère pour vendre, je préfère que vous écoutiez cet audio et vous comprendrez mieux. Mon objectif est de vendre une ou deux maisons au Ghana, ou je ne sais pas, même là-bas au Cameroun. Et puis, j'injecte là-bas. Mais même jusque-là, c'est pas facile. Mes maisons sont tellement grandes que les prix que je propose sont très élevés par rapport aux citoyens moyens. Tu vois mes maisons même au Ghana, c'est pas des maisons de moins de 600 000 $, 700 000 $. 600 000 $, c'est juste pour prendre parce que j'ai besoin d'argent, mais ce sont des maisons de 750 000 $ équipées. Alors si je vends une seule maison, je résous ce problème. Mais qui va t'acheter une maison de 700 000 $ en ce moment où le monde entier est bouleversé? Pareil pour Douala. J'ai 2 immeubles à Douala là-bas que j'ai mis à vendre. Mais qui va t'acheter des immeubles d'1 milliard? Qui va t'acheter des immeubles même de 800 millions? Difficile. C'est ça qui fait que depuis là, ma tête chauffe. Je dis ma tête chauffe. Maintenant, depuis là, je n'ai trouvé aucun partenaire. Tout ça, je gère ça moi seul, moi seul, avec mon agent. Si j'ai un partenaire là maintenant qui dépose 2 milliards à terre, là, ça peut résoudre beaucoup de choses. Mais je n'ai aucun partenaire. Tout ça, ce sont mes fonds. Donc, j'espère que tu comprends. C'est trop compliqué. Je te dis la vérité. Je suis en train de réfléchir là comment trouver même 140 millions depuis. Ou 50 millions pour mettre à ta disposition. Mais dès que je réfléchis comme ça, la fin du mois est venue. Les 40-50 millions que j'avais là, ça doit aller dans le truc. Je suis en train de vendre un de mes avions à Bangui là. J'ai des choses que pour vendre, il faut avoir des personnes de qualité. J'ai un avion à Bangui que je vends à 1,5 milliard. C'est tout ça qui me chauffe la tête, manière. C'est tout ça. C'est tout ça. J'ai un avion. Si je vends un avion, c'est fini. Je règle tout. Si je vends une seule villa comment on appelle là, au Ghana là-bas, ça règle tout. J'ai des choses que si je vends une seule chose, ça règle au moins les problèmes sur 6 mois, sur 1 an. Mais comment trouver ce genre de clients? Voilà ma problématique. Alors, ce destructeur de rêves, briseur de carrière, ils ont fait que ça. Gros karma, mais karma énorme. Vous voyez, un projet comme Global Télévision, c'était pas la télévision du quartier, c'est un projet ambitieux, avec un vrai rayonnement sur l'international. Et quand je le dis, c'est pas de simples paroles en l'air. Je peux vous faire écouter, d'ailleurs, à l'instant, là, des témoignages. Et entendez ce que disent les gens. Une chaîne qui était basée au Cameroun, mais qui impactait autant dans plusieurs pays africains. C'est quand même énorme. Et dire que tout ça s'est arrêté du jour au lendemain. Donc des gens avec qui une relation s'était construite, qui avaient construit une relation avec une chaîne, du jour au lendemain, se sont retrouvés orphelins de tout ça. Mais la facture karmique, elle est trop grosse. Écoutez ce que disent ces gens, hein, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, de l'Angola, du Sénégal, hein, de la Guinée, Conakry. Hein, une chaîne qui est au Cameroun, et on a fait ça sans budget, hein, s'il vous plaît. Donc imaginez en cet instant qu'on a eu tous les budgets qu'il fallait. Bonjour et bienvenue, vous regardez l'info du jour sur Global Télévision. Bienvenue dans Dernière Minute à la une de ce programme. La résolution des conflits en Afrique par les Africains, est-ce possible? Le cas de l'Éthiopie. Pour, on va dire, sonder un peu l'humeur des pouvoirs russes. Et c'est étonnant de constater qu'il y a une sérénité qui règne. Salut à tous, 60, c'est notre chiffre du jour. Dam is funded by the Ethiopian government, some external support from countries like China and Sudan. It is the greatest in Africa or largest in Africa, the Grand Ethiopian Renaissance. Aujourd'hui, dans Dernière Minute, zoom sur la Côte d'Ivoire, le pays attend Charles Blé Goudé. Dernière Minute interroge la croissance démographique mondiale. Aussi au Brésil pour parler de l'élection du nouveau président Lula da Silva. La Russie cristallise toutes les attentions, notamment avec ce théâtre d'opération engagé depuis quelques mois en Ukraine. Le cinéma avec Black Panther 2, Wakanda Forever. Salut, spécial coucou à tous les personnels de Global Télévision. Moi c'est Abraham du côté du Téma depuis le Ghana. Direction l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Burkina Faso, à Ouagadougou, à la rencontre de Willy Frank. Sa playlist est composée de Nabila Fit ténor.
Salut à tous, bienvenue dans la playlist du téléspectateur. Vous êtes très nombreux à nous écrire. L'heureux élu aujourd'hui, c'est Monsieur Abousso qui nous écrit depuis Kaïdi en Mauritanie. Bonjour Global TV, moi c'est Sila Siedou depuis Guinée-Conakry. J'apprécie beaucoup votre chaîne et tout ce que vous faites pour fournir du contenu de qualité. Bonjour Global, j'espère que vous êtes bien. Moi aussi je suis bien, je vous appelle, je fais les messages audio à partir de l'Angola, précisément dans la ville de Luanda. Je me demandais qu'est-ce qui se passe dans notre chaîne, vraiment. On est comme ça, on est isolé dans la maison, on vit ici en Angola. Il y a beaucoup de chaînes, mais votre chaîne s'appelait beaucoup à moi et mes enfants. Qu'est-ce qui se passe vraiment? J'espérais que tout puisse rentrer en ordre, c'est ça qui est mon souhait. Vraiment que Dieu puisse aider, que tout puisse rentrer en ordre, vraiment. S'il y a quelques problèmes, que Dieu puisse vous aider, tout, que ça puisse rentrer vraiment. En tout cas, on a envie trop de Global TV, on a besoin. Alors, l'Afrique a subi 3 entailles de la pyramide au cours de son histoire. Parmi les 3, il y a 2 de ces entailles de la pyramide qui sont l'objet des forces exogènes. Vous savez, il y a 500 ans, quand les esclavagistes arrivaient dans les villages africains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tiraient un grand coup de canon et puis ils restaient tranquilles, ils observaient tous ceux qui s'empressaient à s'enfuir. Ils ne les intéressaient pas, ils focalisaient sur ceux qui restaient, parce que c'était les plus forts, les plus vigoureux, qui avaient une certaine assurance, et ils se concentraient sur ces gens, soit pour les tuer, soit pour les enrôler de force dans les expéditions qui ont fini donc en Amérique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est un hasard de voir les Usain Bolt, de voir les Carl Lewis, Ben Johnson et tous ces cerveaux, Denzel Washington aux États-Unis. C'est parce que c'est le meilleur de l'Afrique qui a été pris dans le cadre de cette entaille de la pyramide à l'époque donc de l'esclavage il y a 500 ans. Donc on a pris le meilleur de l'Afrique et la technique est celle que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'ils arrivaient dans un village, ils tiraient en l'air. Quelqu'un qui est fort, qui est sûr de lui, il ne court pas. Donc ils identifiaient ces gens qui ne couraient pas et ils essayaient de les prendre de force pour leur faire ce voyage-là de 3 mois dans des cales de bateaux. Il fallait survivre à ça. Et tout le reste, donc qui fuyait et tout ça, pour eux c'était leur but. C'était pas eux qui pouvaient être des problèmes pour ces esclavagistes-là. Donc l'Afrique s'est vidée dans un premier temps comme ça. Ensuite, il y a eu l'autre entaille de la pyramide à l'époque des décolonisations. Tous ceux qui avaient montré des velléités indépendantistes, tous les résistants africains, Ruben Omiobé, pour ce qui concerne le Cameroun, Ernest Ouandié, Félix Moumié, tous ces gens-là qui étaient les forces vives, qui auraient pu aider à propulser nos pays, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été tués. Ça, c'est la deuxième entaille de la pyramide. Donc, on neutralise les forces vives, les gens qui peuvent aider une société à aller de l'avant, on les neutralise tous et puis on laisse en quelque sorte le rebut. Alors, la troisième entaille de la pyramide, c'est laquelle? C'est celle qui est liée à la kakistocratie. C'est quoi la kakistocratie? C'est un mot d'origine grecque qui est dérivé en réalité de 2 mots. Kakistos, qui veut dire tout ce qui est mauvais, médiocre, et kratos, qui est le pouvoir. Donc en réalité, c'est le pouvoir des médiocres. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les médiocres se sont emparés des premières places, après qu'on ait neutralisé ceux qui se battaient réellement, les résistants. Donc les collabos ont pris la place. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reproduit une société de médiocres qui a eu le mérite d'ostraciser tout un pan de gens brillants qui ont des réponses aux problématiques civilisationnelles que nous rencontrons aujourd'hui. Ces gens sont retrouvés où? Ils sont en exil, ils sont dans d'autres pays, c'est eux qui sont prix Nobel aux États-Unis, en France, dans d'autres pays. Donc c'est toute cette force de l'Afrique, ces forces vives de l'Afrique qui sont aujourd'hui en dehors du continent. Et comment parvenir donc à relever les challenges qui sont nombreux alors qu'on n'a pas cette ressource humaine de qualité. Donc ça a été la troisième entaille de la pyramide, mais cette fois c'est une entaille qui est endogène, c'est-à-dire que ce combat-là est mené par d'autres Camerounais, donc cette clique qu'on a installée aux affaires en leur fixant un agenda. Vous n'êtes surtout pas là pour développer, vous êtes là pour jouir. D'accord? Donc vous pouvez vous enrichir, vous et vos familles, acheter des maisons à Neuilly, à la 5e avenue, bref, partout dans le monde, mais pas d'industrie, pas d'initiative pouvant amener à l'autodétermination de vos pays. Donc nous avons subi tout ça. Alors donc il y a avec nous
quelqu'un qui s'appelle James Tuya, c'est la première personne que je fais intervenir en direct. James Tuya, c'est une espèce d'insider. Insider, donc quelqu'un qui a été à l'intérieur de l'IEP-Limal. Il a un témoignage très intéressant à nous apporter, puisqu'il a vécu les choses de l'intérieur. Il était trader, il a été témoin, notamment quand on parle de blanchiment d'argent. C'est pas des choses qu'on sort de la cuisse de Jupiter, c'est des choses qui sont fondées. Donc effectivement, il y a eu ces blanchiments d'argent. Il a un témoignage très intéressant que je propose qu'on écoute. Bonsoir tout le monde, je suis James Godwill Tuya, ancien trader professionnel chez l'IEP-Limal, techniquement depuis mars 2020 jusqu'en septembre 2021. J'avais déposé ma démission aux ressources humaines parce que je souhaitais poursuivre mes études en informatique en France, parce qu'à la base je suis développeur informaticien. J'entre à l'IEP-Limal en tant qu'apprenant. Je viens à l'académie et je me fais tout de suite coopter par Innocent Panso parce qu'il avait remarqué que j'avais des attitudes particulières en ce qui concernait la compréhension de la technologie blockchain. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu en crypto, pour l'aspect technique de la chose, tout repose sur la blockchain. Donc, alors que j'étais même encore en formation, j'avais déjà été engagé pour assister, n'est-ce pas, aux formations en tant que formateur assistant. Je tiens à préciser à tout le monde que l'IEP-Limal, c'était une arnaque préparée dès le départ. Quand je dis dès le départ, c'est pas forcément la toute genèse, mais en tout cas, pour l'analyse que j'ai faite techniquement de la situation, depuis fin 2020, la nappe était déjà en gestation. Il se mûrissait. Depuis fin 2020, vous avez un rapprochement entre la direction de l'entreprise et la RCA. Et vous savez qu'aujourd'hui, SIM possède un passeport centrafricain. Lorsqu'il passe sur les plateaux du Canal 2 en février 2022, il garantit à tout le monde qu'il ne peut pas partir du Cameroun, que c'est son pays, qu'il est camerounais. Mais pour ceux qui ont eu accès à son passeport, à l'image de son passeport, vous voyez qu'il est mentionné qu'en réalité, depuis, je crois, depuis octobre 2021, il n'est pas camerounais, il est centrafricain. Donc déjà là, vous voyez que vous avez affaire à quelqu'un de flou. Dans le monde de la crypto, lorsque vous avez un produit d'investissement qui se convertit directement en crypto-monnaie sans l'aval des investisseurs, sachez que vous avez affaire à une arnaque. C'est pas propre à l'IEP-Limal, mais c'est pas eux qui ont créé cette architecture, ce schéma d'arnaque. Ça existe depuis très longtemps, même dans le domaine de la finance simple. C'est-à-dire les rug pools existent. Prendre de l'argent aux gens pour quelque chose, ensuite modifier en cours de route de manière unilatérale. Et dans ce qu'on vous propose, techniquement, vous n'avez pas d'argent. Donc vous passez du l'IEP-Limal où vous avez le limo pour le limo coin qui n'a absolument aucune valeur. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil à son graphique. D'ailleurs, j'ai écrit un document où j'explique un certain nombre de choses. Et pour ceux qui souhaitent avoir ce document PDF, contactez directement monsieur Morgan Palmer qui, je pense, le mettra à votre disposition pour comprendre ce que je dis. Il y a aussi eu l'aspect, n'est-ce pas, du blanchiment d'argent. Je vais vous dire, je me souviens de certaines transactions, notamment en 2020, je crois que c'était au mois de février 2020, je faisais des transactions avec Feuzeux, on a fait des transactions et tout. Et puis il fallait qu'on aille déposer l'argent chez Innocent Panso, parce qu'il vivait non loin du KDD Nobel, où il y a les bureaux de l'académie. Donc je me suis rendu chez lui avec ce collègue-là, nous avons déposé l'argent. Chez lui, il m'a montré des valises remplies d'argent, il m'avait montré des valises remplies d'argent, et en sortant de son immeuble, j'ai vu deux collaborateurs, Dominique Paulin et Noël Dorian Mahop, qui entraient avec des sacs remplis d'argent pour aller déposer là-bas.
Et je trouve que c'est curieux que des gens qui prétendent faire dans la finance numérique gardent autant de cash dans leur maison. C'est curieux. Donc le fait d'avoir vu ça de mes propres yeux me permet d'étayer la thèse du blanchiment d'argent. Parce que durant la période Covid où tout était fermé, l'argent coulait à flot dans le système Yepima. Aujourd'hui, Yepima est tombé, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Tout ce qui est autour là, c'est l'agitation. Il n'y a plus absolument rien. Mais ce qui était prévu, c'était un remplacement par des 1000 SIM par Nelson Zangui. Et le nom de la structure qui devait remplacer Yepima, c'est le CIIA. Si vous avez même encore des images de la CAN, notamment au stade de Japoma, sur les panneaux publicitaires numériques, là, l'image du Limocoin circulait. Il faisait des descentes avec des jeunes, des casquettes, des polos, à l'effigie du Limocoin, avec son collaborateur à Yaoundé, Francis Feuzeux, qui a une start-up au niveau des Foulanes. Ces mecs ont organisé des rencontres là-bas, toujours autour de la chose. Et ils ont déployé d'énormes ressources financières. Et cet argent ne vient pas de loin. C'est l'argent, n'est-ce pas, des investisseurs qui a été dérobé et qui a été, n'est-ce pas, utilisé pour faire la promotion de ce prétexte. Parce que le Limocoin, c'est un prétexte pour justifier l'arnaque du Vietnam. Janvier 2023, je commence à contacter des membres. C'est un grand nombre de membres en tout cas, pour leur expliquer l'arnaque qui est en train de continuer. J'ai contacté un très grand nombre de membres pour leur expliquer c'est quoi l'arnaque. Et suite à ça, j'ai reçu des menaces venant de Nelson Zangui et d'Innocent Panso. Avant les menaces, ils ont voulu me recruter d'abord, parce que les gens ne le savent pas, qui m'ont fait des propositions alléchantes d'ailleurs, mais j'ai refusé, parce que j'étais décidé, n'est-ce pas, à faire savoir la vérité aux gens. Donc j'ai continué à contacter les gens, très grand nombre, et à leur faire parvenir la bonne information. J'ai reçu des menaces physiques, mystiques, j'ai des images pour étayer. Et après la dernière menace d'Innocent Panso, où il me comparait même à Martinez Zogo, ma sœur, Julie Gisèle Fembatuya, de vénérable mémoire, est décédée dans des conditions mystérieuses. Je vous fais grâce de ce que c'est un milieu malsain, un milieu mafieux où se pratique beaucoup de choses sombres. Il ne serait pas agréable de mentionner ici. Et c'est des trucs où j'ai été invité. Soit à plusieurs reprises j'ai été invité, mais je me suis refusé, n'est-ce pas, de participer à cela. Et je crois que c'est même ce qui a permis que je ne puisse pas, n'est-ce pas, être atteignable par les multiples manœuvres mystiques. Donc il y a ça. J'ai mené un certain nombre d'actions qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, Nelson Zangui a été obligé d'abandonner le projet Limocoin. Vous pouvez faire des recherches, il n'en fait plus la promotion. Ils sont passés à autre chose. Mais cela ne les décharge pas de leur responsabilité dans ce qui s'est produit. Ils continuent à œuvrer dans différentes actions avec l'argent des gens. Et c'est des choses qui doivent être éclairées. Je reste à la disposition de quiconque, tous ceux qui sont à la quête de la vérité. Je reste à votre disposition pour répondre aux questions précises et pour apporter des éléments précis, comme ceux qui sont dans le document, qui sera mis à votre disposition si vous le souhaitez.
voyez, par exemple, j'entends tout ce qui se dit ces jours-ci, la prise de parole de certains hommes politiques camerounais, connus, publiquement, mais qui, à mon sens, sont des hommes du passé et non du passif. Pas pour dire qu'ils n'ont pas un rôle qu'ils peuvent jouer dans le cadre de la refondation, mais on peut, dans un schéma d'avenir, mettre son expérience à disposition sans forcément devenir soi-même un homme d'avenir. Hein. C'est pas avec les octogénaires qu'on va construire la nouvelle dynamique camerounaise qui va agréger des talents de tous les côtés. Donc j'entends bien, et même quand le ministre René Sadi parle de transition, en disant que ben, il n'y a pas lieu qu'il y ait de transition aujourd'hui, bon, je m'interroge. De toute façon, moi je vous ai dit, ma vision des choses, c'est que on n'a pas de solution à travers une transition autre que militaire. Oui, parce qu'on ne peut pas redresser un fer tordu en lui appliquant des caresses. Il faut appliquer des grands coups de marteau. Hein. Donc il faut une parenthèse à la démocratie d'au moins 10 ou 15 ans qui va permettre de redresser ce bout de fer tordu, mais vraiment bien tordu, qu'est le Cameroun, et pour, à le moment venu, estimer qu'on peut rentrer dans des schémas, une fois pacifiés, des schémas où le débat public est ouvert à tout le monde, après qu'on ait rempli les exigences d'élévation des consciences populaires, de la formation, de l'éducation d'abord de nos peuples. Hein, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, quoi. Je crois que c'est le piège dans lequel on est tombé, celui des démocratisations. Hein, il n'y a aucun vrai penseur qui peut vous dire que ce n'était pas un piège de venir imposer aux Africains la démocratie alors qu'on n'avait pas réglé les préalables, qui sont l'accès à l'éducation pour tous. Qu'est-ce que vous voulez que des semi-lettrés, des analphabètes aient à dire dans une agora publique? La prise de la parole, elle doit être vertueuse, on doit s'en servir pour dire la vérité et la vertu. Alors si on n'a pas d'enseignement à partager, pourquoi occuper la parole? Tout le monde se retrouve à occuper la parole et ça crée quoi? Une cacophonie, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Nous n'avançons pas. Donc moi je pense que tout ce qui est raconté là, en fait, c'est de l'esbrouf et c'est des fariboles. Moi, je vous le dis, c'est des fariboles. Il n'y a pas d'alternance au Cameroun après le président Biya qui soit autre que militaire. Moi, je suis pourtant quelqu'un qui a tâté de la politique, mais je l'appelle de tous mes voeux. Je sais que c'est le seul moyen, la seule possibilité pour nous de s'en sortir, c'est de passer par une parenthèse de rectification où on va remettre les uns et les autres au pas, on va construire une vraie société, et puis à l'issue de cette construction, on verra bien hein, si on peut aller sur des sentiers de la démocratie, telle qu'elle est envisagée par les Occidentaux. Allez, les amis, merci beaucoup pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Allez, c'était un tout petit peu laborieux hein, aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vous ai dit, je suis pas un grand spécialiste d'Internet. Je découvre ces outils-là. Il va falloir tous s'y mettre. Nous sommes à l'ère du digital. Il faut maîtriser ces sciences-là pour pouvoir interagir avec les gens. Bon, ma vocation n'est pas celle d'être un influenceur qui réunit des millions de gens et qui parle. Non, mon intention est celle de partage d'expérience. Parce que vous voyez, beaucoup de gens sont retrouvés à vivre les mêmes situations en Afrique parce que les premiers qui ont vécu cette situation n'ont pas eu la générosité de partager afin d'éviter à d'autres de tomber dans les mêmes pièges. Donc c'est ça qui est ma démarche. Je ne cherche pas autre chose. Et il y a quelqu'un qui a dit oui, ce monsieur il est financé pour détruire un missile. Mais qui peut me financer au Cameroun? À votre avis, qui peut me financer? Ceux qui me connaissent, peut-être qu'ils se manifesteront dans les commentaires. Je me suis retrouvé dans des pays avec des chefs d'État qui m'ont posé la question à l'issue des audiences, alors quels sont tes problèmes? Et je leur ai répondu que je n'avais pas de problème. Et je voyais comment les collaborateurs autour se mordaient la langue, parce que bon, le schéma habituel c'est, oui j'ai des problèmes, vous ressortez avec une petite mallette et vous distribuez les billets à chacun. Ils disaient, mais c'est qui ce mec-là qui vient dire ici qu'il n'a pas de problème et tout? Donc voilà, si à ce niveau-là, j'ai pas fait preuve de voracité, voilà, je vois pas qui peut me donner quoi au Cameroun. Il faut comprendre qu'on n'est pas tous faits du même bois. Nous, aujourd'hui, nous sommes habités par l'idée et l'image que nous laisserons à la postérité. Hein, c'est quoi que les générations d'après verront?
quand ils vont dire, bon voilà, il y avait un certain Morgan Palmer qui était là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couché, lui aussi il a pris des mallettes d'argent. Vous imaginez toutes les possibilités d'avoir des mallettes d'argent que j'ai eues à gauche et à droite? Si j'avais même pris ces mallettes d'argent, est-ce que je suis sûr que je les aurais toujours aujourd'hui? Moi j'aurais vendu, trahi une part de ce qui sont mes valeurs et de ce qui est mon éthique personnelle. Donc vraiment arrêtez, mettez ça à d'autres, pas à moi quoi. Moi je suis pas un mec qui fonctionne dans ces schémas-là. Et même si le président Biya lui-même, je n'ai jamais eu de relation d'argent avec lui, il m'a jamais rien donné. Alors si moi je lui ai jamais rien demandé, c'est à ces petits qui sont là que je vais me compromettre à être dans un camp contre un autre. Faut arrêter les conneries quoi. Voilà, on n'est pas dans ce truc. Moi je mange pas de ce pain là quoi. Hein? Bon, vous avez entendu Émile Parfait-Sim, hein, parce on doit finir avec le clou en fait de cette communication qui est de montrer clairement que depuis le 7 décembre 2020, Émile Parfait-Sim avait anticipé son arnaque, sa frappe, comme on dit de manière triviale. Il avait anticipé et d'ailleurs je vais vous faire écouter quelque chose qui le montre et puis qui est accablant. Et puis derrière, on va reparler, parce qu'il évoque dans cet audio que vous allez suivre là dans un instant, qu'il va faire un deal avec le ministre des Finances. Donc je viens vous en reparler derrière, parce que j'ai pris le temps d'enquêter. Le plan B que moi j'avais, que j'ai essayé de réfléchir, c'est, puisque le ministre nous a demandé de cesser les activités et de rembourser sans délai, pour ne pas faire le bras de fer, moi je pense qu'on doit convoquer aussi une réunion des leaders. Puisque nous sommes déjà plus de 400 platiniums, plusieurs diamonds, nous devons plutôt renforcer au niveau de ces pionniers. Et à leur niveau, on passe une information de source officieuse qui est peut-être la délocalisation de l'UGT pour un autre pays. Et au niveau national, qu'on sorte au moins un communiqué qui peut passer jusqu'à Cameroun, chez lui, on demande aux souscripteurs de venir récupérer le fonds. Donc on sort deux types d'informations, une officielle et l'autre officieuse. Officieux, c'est au niveau des diamonds et les hauts gradés du PIMAL, où on les fait comprendre que nous n'avons pas remboursé effectivement. Maintenant, pour être propre devant la loi, où le ministre nous a demandé de cesser, on passe maintenant un communiqué de manière officielle qui peut figurer au niveau de Cameroun. Je regarde aussi dans l'optique où ces États fonctionnent plus en matière d'échange de renseignements. En partant fonctionner à Dubaï et qu'ils ne sont pas clairs de ce côté, on peut aussi avoir un souci de ce côté. Parce que ces États, avec les accords qui ne font que s'intensifier avec le Cameroun et Dubaï, sur le long terme, on peut aussi avoir... Déjà, il y a encore à recevoir. Ça, il faut oublier ça. Il y a encore à recevoir. Si vous remboursez quelqu'un, il y a encore de l'aide. Mais le remboursement, il faut oublier ça. Quelles que soient les circonstances. Ça, faut... On ne change pas la localisation parce que JT a formé, non. C'est juste la localisation qui a changé. Comme tu dois devenir une entreprise à droite, tu vas mettre ça à crédit. On change la localisation et on peut la changer d'une manière stratégique. Tout ce qu'on change dans la plateforme sont les informations. Mais même si on égalise les crypto-monnaies en Afrique centrale, on reste assez très. Donc il n'y a rien de remboursement. On va rencontrer le ministère des Finances, on va lui expliquer, mais ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Et puis ça note, quand on rentre dans le fond même, ça note ne peut pas nous obliger à rembourser les gens parce qu'il n'y a pas un cadre réglementaire. C'est un communiqué. Il aurait pu dire que, en fonction de l'article tel, du code des investissements du Cameroun, telle entreprise est illégale. Vous qui êtes juriste, en Europe, tu ne peux pas se prendre un tel communiqué pour envoyer l'entreprise. C'est parce que nous sommes dans des États, comme je n'ai pas dit tout à l'heure, ton père, tu ne peux pas avoir raison de voir ton père. Mais en réalité, cette note n'a aucune valeur juridique. Il a aussi dit ça pour influencer, pour faire peur, mais ça ne nous empêche pas. On peut même ouvrir, rien ne va faire. Mais pour être prudent, on change les informations. Désormais, l'IRMA devient comme Binance. Tout le monde peut créer son compte Binance au Cameroun. Binance n'a même pas de suffisance. Et d'ailleurs, l'IRMA n'a pas de bureau en Norvège. Mais il y a plein de Norvégiens dans l'IRMA. L'IRMA n'a pas de bureau au Canada. Il y a plein de personnes. Celui qui ne veut pas s'inscrire comme ça en ligne, suivre les procédures en ligne, teste avec son agent. On ne s'encombre pas là-dessus. Vraiment, celui qui ne voudra pas respecter. Les gens qui venaient se faire
vérifier au bureau et tout. Quelqu'un peut faire ça chez lui, descendre. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de remboursement. Il n'y a pas de remboursement. Certaines personnes qui veulent faire le bruit en solo, je peux les rembourser. J'ai déjà remboursé une personne comme ça. Je pourrais te passer 1 280 000. Elle attend, en solo, je peux rembourser, mais je ne peux pas, et puis que venir être remboursé. Il y a 2 dames que vous avez envoyées le jour où vous passez je ne sais pas si ce sont les policiers à l'aéroport. Les 2 dames sont venues ici. Il y a une qui est investie. Brune comme ça, autour. Brune, voilà. C'était plutôt celle avec qui elle était. Qui a donné apparemment ses 3 millions. Et elle lui a vendu les limons à 800. Maintenant, elle se dit qu'elle pensait que c'était primé avec tout son investissement. Ouais, c'est dans les 650 000 de mois. Et je me dis, mais maman, tu sais la sorcellerie comment? Elle l'a dérangé, jusqu'à. Non, j'ai dit en solo. Oui, en solo, vous pouvez rembourser quelqu'un si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez montrer l'information, on analyse la gravité de sa bouche. Et puis, s'il faut le rembourser, on rembourse. Comme celle-là. J'ai analysé et puis j'ai dit on rembourse. Elle a signé un désistement. Et nous sommes même restés avec pour éviter que la personne filme même le désistement ou qu'elle reste avec la photocopie. Certaines personnes on peut rembourser comme ça et puis, mais il n'y a pas de remboursement. On dit que le MINFI ne nous remboursera jamais la lettre que vous allez rembourser. C'est pas possible. On va les rencontrer, on va dire avec eux. Mais si vous êtes CGT, bien, ou alors faire une fusion avec ces têtes, il faut trouver quelque chose comme ça. On n'a pas besoin de faire un communiqué. On n'a pas besoin de prix là-dessus. Il y a un groupe avec les coachs et les diamonds. Je peux leur expliquer ce qui se passe et chacun utilisera son vocabulaire pour expliquer aux autres. Terminé. Dans le groupe, on met la licence. Quand on a mis la licence, certains vont comprendre que nous ne sommes pas clandestins. Ailleurs, quand même, nous sommes reconnus. Alors, sur l'histoire du deal avec le MINFI, donc lui, Paul Motazé, je me suis renseigné, effectivement, ils se sont rencontrés. Alors, ils se sont rencontrés, il y a quelqu'un qui a été un témoin, un certain Voula, ou Foula, c'est un commissaire de police qui est le secrétaire particulier du ministre Motazé. La rencontre a été négociée par un neveu de Belle-Luc René, qui s'appelle Armel. Et donc, effectivement, il y a une rencontre. Sauf que Motazé, lui, Paul, prudent, a demandé, après cette première rencontre, à ses équipes d'enquêter un peu sur la personne de Sim. Et l'enquête a révélé que c'était un petit de Ferdinand Ngongo. Et donc, et par la suite, lui, Paul Motazé, lui a servi une fin de non-recevoir. Donc, il n'y a jamais pu avoir de deal entre eux, même s'ils se sont rencontrés une fois. Voilà, la vérité nous recommande de dire les choses comme ça. Je vous ai dit que nous ne sommes pas dans un scénario où tout le monde est pourri dans notre pays. Il y a des gens, il y a des exceptions. Je ne dis pas que Paul Motazé est l'une de ces exceptions. Je ne connais pas plus que ça. Enfin, je ne suis pas au courant de tous les dossiers qu'il gère pour pouvoir être affirmatif. Mais en tout cas, sur cette affaire, eh ben, il n'y a pas eu d'affaire, quoi. Sim avait prévu de le corrompre. Je crois qu'il avait prévu 500 millions sur la table, de sources très très sûres. Mais ça n'a pas donné. Une fois que l'information a eu au niveau du ministre des Finances qu'il était un petit de Ferdinand Ngongo, il n'a plus voulu avoir affaire à lui, traiter avec lui. Voilà, donc c'est ça le fin mot de l'affaire. Mais on entend clairement dans l'audio que nous venons d'écouter que depuis 2020, donc à l'époque, il n'y avait pas de problème avec les banques. Donc la théorie de non, les banques ont fermé, donc ils ne pouvaient pas rembourser. Depuis 2020, il avait déjà prévu d'aller à Dubaï et donc de se casser. Puisque la pyramide de Ponzi, on a une bulle spéculative qui gonfle et qui explose, et donc les tenants de cette bulle disparaissent, et bien c'est le scénario qui était prévu, comme vient de l'attester Sim lui-même dans l'audio que nous venons d'écouter. Voilà, les amis. Quand on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Se retrouver bientôt pour continuer nos communications sur d'autres thèmes
beaucoup plus intéressants qui touchent aux questions de développement, du vivre ensemble, comment ça se passe après. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne vois pas du tout de scénario de transition politique. Avec qui? On va faire ça avec qui? Vous voyez des gens sérieux dans notre pays là? Moi je n'en vois pas beaucoup. Je n'en vois pas. Donc il faut dans un premier temps pacifier. Et aujourd'hui nous devons travailler à l'identification de ces profils de la grande miette qui peuvent incarner cette idée de grandeur que nous avons du projet de l'après, du projet de refondation, et puis faire s'agréger autour pour essayer de faire quelque chose de bien pour notre pays. Merci bien les amis, n'oubliez jamais, il fera beau bientôt au Cameroun. Hoha, il fera bientôt beau au Cameroun. Hoha. Merci, bonne soirée et à bientôt.